1909. Mesdames et messieurs, la communauté versatile, est-ce que vous savez à quoi correspond cette date de 1909? Et oui, vous l'avez peut-être deviné, c'est la dernière fois, la dernière date à laquelle les États-Unis d'Amérique du Nord ont imposé au reste du monde des tarifs équivalents à ceux qui ont été imposés par Donald Trump cette semaine, au reste du monde donc. Et vous l'avez vu, juste petit rappel très rapidement, hein, les droits de douane récemment annoncés par le président Donald Trump portent le taux moyen des tarifs américains à environ 22,5 et donc atteignent ce niveau inédit depuis 1909. D'accord? Vous l'avez vu, quelle a été la réaction des marchés financiers, à la suite de ces tarifs, puisque les marchés financiers avaient déjà commencé à pricer ces tarifs. Eh bien, la nouvelle a été très mal vécue par les marchés. Pourquoi? Parce qu'on a perdu des capitalisations énormes. On va voir qu'on a vécu des journées records depuis, eh bien, depuis la période Covid, puisque sur cette seule semaine, par exemple, le SP 500 a effacé plus de 4 000 milliards de market cap, hein, 4 000 milliards de market cap. Je ne sais pas si on se rend compte de ce que ça représente. Mesdames, Messieurs, la communauté versatile, bienvenue dans ce point hebdomadaire. Nous sommes le 6 avril 2025, il est 11h30 du matin lorsque j'enregistre cette vidéo. J'espère que vous vous portez bien. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu pour une vidéo de ce type, analyse macroéconomie, analyse technique des marchés. Eh bien, quelle en est la raison? Elle est très simple. J'ai fait une déconnexion globalement des marchés la semaine dernière et cette semaine, voilà, pour me couper du bruit, hein, bien évidemment, que ce soit au niveau des crypto-monnaies ou au niveau des marchés, parce qu'on avait justement déjà cette affaire de tarifs qui commençait à bouillir et on voyait que les marchés commençaient à être un petit peu fébriles, notamment, on le verra tout à l'heure avec la cassure du falling wedge sur le SP 500, de la moyenne mobile 50 en hebdomadaire sur le Nasdaq, etc. Et donc, j'ai voulu me couper du bruit, reprendre toutes les stratégies à plat la semaine dernière, il y a 2 semaines donc. Et la semaine dernière, je me suis plutôt concentré sur des analyses d'action, sur bien appliquer la stratégie que j'ai mis en place voilà, il y a 2 semaines. Avec tout l'ensemble de la communauté versatile, vous allez voir qu'on a commencé à recharger. Petit à petit, on commence à être sur des points qui commencent à être vraiment intéressants en ce qui concerne les indices, notamment et certaines actions en particulier. Alors, je vais vous partager mon écran tout de suite. Hop, on commence sans plus tarder. N'hésitez pas, si vous nous regardez sur YouTube, d'une part, à vous abonner si vous voulez plus de contenu de ce type, à rejoindre la plateforme Versatile, mettre un petit commentaire, mettre un petit like, ça nous aide énormément pour le référencement. Et oui, effectivement, si vous voulez avoir accès à l'ensemble de nos stratégies sur Versatile, l'ensemble de nos analyses techniques, de nos points d'entrée, que ça concerne les ETF, que ça concerne les ETF à levier, que ça concerne les actions, eh bien, vous pouvez nous rejoindre sur versatile.fr. Tous les liens sont dans la description et c'est 100% gratuit, je vous le rappelle. C'est extrêmement important d'être accompagné durant ces périodes de forte volatilité puisque les retail, comme à leur habitude, sont les premiers à se faire plumer, bien évidemment, par la smart money et les institutionnels lors de ces phases de haute volatilité. Donc voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire de ce côté-là. Avant de commencer, j'ai fait un point pour la communauté versatile vidéo. Je pense qu'il y avait pas mal de gens sur le live, puisque c'était en live, concernant un screening complet des actions et des ETF, hein, tout simplement, dans cette période d'incertitude, puisque c'était un point qui a été réalisé donc, le 4 avril au soir. Donc voilà, en fin de séance, avec l'ensemble des points d'entrée, l'ensemble de nos actions actuellement. Je vous le rappelle, ceci n'est pas un conseil en investissement, mais vous pouvez retrouver cette vidéo sur la plateforme Versatile. C'est 100% gratuit, je vous le rappelle. Voilà, on les a attendus, on les a eus et ça a été pire que prévu par les marchés, tout simplement. Ce sont les tarifs réciproques imposés par Donald Trump et l'administration de Donald Trump aux États-Unis. Donc voilà, on voit très bien hein, que, eh bien, on a la Chine en tête de liste, hein, Chine qui se voit imposer des tarifs de 34%. Et c'est en partie, c'est 100% à cause de tous ces tarifs hein, qu'on a eu cette correction qui a été déclenchée, ce risque de récession maintenant dont beaucoup de gens parlent. Et on va voir et on a vu ensemble avec la communauté versatile que tout ça, finalement, c'est probablement, alors oui, il peut y avoir des changements structurels dans l'économie américaine si ces tarifs durent trop longtemps, mais en ce qui me concerne, j'ai une sensation de déjà-vu avec la crise du Covid, avec voilà, les usines du monde qui doivent s'arrêter, on ne pourra jamais les relancer, c'est le cataclysme, tout va aller à la cave. Et finalement, lorsque vous prenez les graphiques, vous verrez que déjà la correction du Covid aujourd'hui, on ne la voit quasiment plus. Et en plus de ça, ça a représenté surtout une opportunité extrêmement prolifique, importante, pour rentrer, pour surfer des vagues haussières qui ont eu lieu par la suite, qui ont été des années exceptionnelles. D'accord?
Donc voilà pourquoi de temps en temps, j'aime bien également me couper, des réseaux, me couper des graphiques et de toutes ces choses-là pour éviter les biais à court terme et le bruit pour prendre les décisions les plus clairvoyantes possibles. Quoi qu'il en soit, vague de tarifs, Chine 34 Union européenne 20 Vietnam 46 hein, Vietnam, des entreprises comme, Nike par exemple, hein, qui produisent énormément, au Vietnam, eh bien se sont fait, rect à la suite de la publication de ces tarifs, hein. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont regardé le speech de Donald Trump justement, le 2 avril, en ce qui concerne les tarifs, quand il est arrivé avec, son petit tableau, littéralement, tableau physique, hein, avec tous les tarifs en expliquant, que voilà, que l'administration a été magnanime puisqu'ils ont calculé dans la colonne de gauche, les tarifs que ces pays-là chargent aux USA et donc dans la colonne de droite, les tarifs que les États-Unis décident de charger en retour, les tarifs réciproques et il nous explique que globalement, ça représente à peu près la moitié des tarifs qui sont chargés aux USA et donc qu'il a de la potentielle marge de manœuvre pour continuer à augmenter ses tarifs. Moi, je pense surtout que, c'est pour inciter les différents pays à venir négocier. On le sait, pour les personnes qui ont lu le livre de Donald Trump, hein, on sait que c'est sa stratégie, préférée en tant que businessman. Donc voilà, vous pouvez retrouver, hein, je ne vais pas faire, le résumé de toute la liste, enfin, je vais pas passer sur toute la liste pays par pays, mais vous pouvez retrouver, des résumés ou des listes exhaustives, un peu partout sur internet maintenant. Les tarifs réciproques qui prendront, place à partir du 9 avril. Donc on voit bien qu'il y a une semaine, donc là maintenant c'est dans 3 jours, hein. On voit bien que Donald Trump a voulu laisser une semaine de marge de négociation aux différents pays pour qu'ils puissent, venir, eh bien venir, voilà, venir le voir, venir négocier avec lui pour, essayer de diminuer, ces tarifs-là en diminuant eux-mêmes leurs tarifs. On sait que, la Chine a répliqué tout de suite le lendemain en disant que c'était une extrême mauvaise idée de taxer la Chine et que, eh bien, on aurait des tarifs réciproques du côté de la Chine, en réponse aux États-Unis de 34 également. Donc voilà, on va avoir certaines grosses économies comme par exemple aussi en Europe, hein, certains pays d'Europe, notamment voilà la France, hein, qui a répondu, enfin Emmanuel Macron qui appelle au boycott de tous les produits, d'Amérique, d'arrêter d'investir, enfin pour les entreprises d'arrêter d'investir là-bas et cetera. Donc voilà, certains pays ont déjà commencé les négociations et on va avoir des baisses de tarifs. Certains pays vont, s'engager visiblement avec un bras de fer dans un bras de fer avec les États-Unis. Je ne sais pas comment tout ça se terminera. Ce qui nous intéresse, quoi qu'il en soit, c'est ces histoires, c'est ces impacts sur le marché. Combien de temps ça pourrait garder les marchés correctifs? Donc voilà, c'est surtout ça qui va nous intéresser et à quel moment on peut envoyer la sauce, si vous me permettez l'expression, d'un point de vue investissement sur les marchés, notamment les indices et les actions. Donc il y a également des baseline tarifs, hein, qui ne sont pas des tarifs réciproques. Donc les tarifs réciproques ont été mis en place lorsque les tarifs qui sont imposés aux États-Unis sont plus élevés, lorsqu'en fait il y a un déficit entre les États-Unis et le pays en question. Donc lorsque globalement les tarifs sont plus élevés aux États-Unis vis-à-vis de ce pays que l'inverse. On a eu des tarifs de base. Voilà, Donald Trump a dit toutes ces personnes, tous ces pays-là, on n'est pas en déficit avec vous, mais vous allez quand même prendre 10%. Donc, dans la liste que vous avez vue tout à l'heure, vous avez plein de pays qui ont pris 10% de tarifs. Eh bien, c'est un tarif de base qui a été placé là par l'administration Trump. Et ce tarif-là est déjà entré en vigueur depuis hier, donc depuis samedi, le 5 avril. 3 jours avant le 9 avril, avant, on va dire, la mise en vigueur et les chiffres finaux des tarifs concernant l'ensemble des pays du globe. Je ne sais pas si ça sera publié directement le 9 avril ou dans les jours qui suivront. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qu'il faudra suivre avec, eh bien, avec beaucoup d'attention, puisque ça pourrait venir enfoncer, mettre un coup de clou final dans le cercueil, ou alors les marchés pourraient avoir une bonne surprise et relâcher un petit peu la pression baissière dans laquelle on s'est engagé récemment. Donald Trump et son administration qui ne sont pas les dindons de la farce, qui ne sont pas les couteaux les moins affûtés du tiroir, là, pour le coup, puisque, on voit que dans les tarifs, puisque là, on a l'impression que ce sont des tarifs qui ont été dispatchés par pays, donc globalement, oui, voilà, par zone géographique, hein, finalement, par économie. Eh bien non, c'est aussi des tarifs sectoriels. Mais ça, on n'en a pas vraiment parlé pendant le speech, de Donald Trump en réalité. Donc je pense qu'il a voulu vraiment frapper un grand coup, faire du bruit et il a réussi, hein. Donc voilà, on sait que l'or, les énergies, les différentes sources d'énergie, les minéraux, la pharma, les semi-conducteurs, le cuivre et le bois, seront exemptés des tarifs, réciproques. Voilà, tout simplement. Ils se laissent un petit peu de marge pour potentiellement, imposer enfin pour augmenter les tarifs sur ces matières premières-là et donc on voit qu'il y a quand même une certaine, ségrégation sectorielle, on va dire, en ce qui concerne les tarifs. Parce que, Donald Trump sait très bien qu'il y a certaines ressources, stratégiques
dont son pays, dont son peuple a absolument besoin et que les États-Unis vont mettre, que l'économie américaine va mettre du temps à produire sur place ou n'est pas capable de produire sur place tout simplement et donc décide de ne pas imposer voilà, ces ressources qui sont vraiment très stratégiques. Donc voilà, on arrive au marché, l'analyse technique, enfin technique, macroéconomique, l'impact de ces tarifs sur les marchés, eh bien, vous l'avez vu cette semaine, hein, je pense que c'était impossible de ne pas le louper, de le louper, à moins que vous habitiez dans une grotte. Le SP500 termine la semaine à moins 9,1% avec son plus gros drop depuis mars 2020. Donc voilà, je vous dis qu'on a un petit air de Covid. Effectivement, c'est pas, voilà, c'est pas anodin. C'est parce que le drop qu'on a eu cette semaine sur le SP500 notamment, c'est le plus gros drop depuis mars 2020. SP500 qui, sur une semaine, a effacé 4000 milliards de market cap, je vous l'ai dit tout à l'heure. Le Nasdaq, on va le voir, qui est rentré clairement en bear market puisqu'il a effacé, quant à lui, 20% depuis, plus de 20% depuis ses ATH. Et on verra tout à l'heure dans l'analyse technique. Est-ce que on est déjà en train de recharger du côté de Versatile? Est-ce qu'on est déjà entré dans certaines zones de rechargement, reload zone, ou pas? Donc voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire de ce côté-là. Depuis le début du mandat de Trump, je crois que c'est 11 000 milliards qui ont été effacés. Je ne sais pas si c'est du SP500 uniquement ou si c'est SP500 plus Nasdaq. Je crois que c'est SP500 uniquement. Mais voilà, hein, les marchés qui ont fait une magnifique correction là depuis 2-3 semaines, depuis finalement. Et vous allez voir dans l'analyse technique qu'on l'a vu venir quand même, hein, ce gros drop. Donc là, maintenant, les marchés globalement sont en extrême fear. Vous le savez, l'adage de Warren Buffett, hein, acheter au son du canon et vendre au son du clairon. Donc voilà, il faut acheter quand même. Je ne sais pas si c'est Warren Buffett celui-là, mais il faut globalement acheter quand il y a du sang qui coule dans les rues. Et là, on pourrait continuer la baisse, on le verra tout à l'heure, mais on a déjà pas mal, c'est quand même déjà pas mal un bon bain de sang du côté des stock markets. Et là, on le voit sur cette charte, hein, sur cette distribution. Ici, la distribution des daily change, donc des variations journalières sur l'index SP500. On voit que sur les 11 406 jours de trading du SP500 depuis janvier 1980, il y a eu 29 jours seulement de déclin plus important que celui du 3 avril et donc également celui du 4 avril par la suite, puisque 3 avril, on a eu moins 4,84% et je crois qu'on a eu la même journée globalement le 4 avril, si ce n'est pire d'ailleurs. Donc vous voyez que là, on commence vraiment à rentrer dans des territoires extrêmes, là où effectivement, il y a quelques mois, on était dans l'extrême euphorie, au total inverse, les arbres vont monter jusqu'au ciel. Bon, bah, là, on a vu clairement que les arbres ne sont pas montés jusqu'au ciel et ne montent jamais jusqu'au ciel. Là, on est clairement peut-être dans un moment où tout le monde est en train de paniquer. Du côté du Nasdaq, je vous l'ai dit, on est officiellement rentré en bear market, en territoire de bear market, hein, puisque vous allez le voir, pareil, du côté de l'analyse technique tout à l'heure, on a enfoncé les moins 20% depuis l'ATH, vous le voyez, hein, bien rouge là, en daily, en weekly, et on verra même en monthly peut-être pour avoir une vue un peu plus long terme. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, full panic time, effectivement, full panic time. Le crypto, bah, vous voyez, j'ai tellement l'habitude du Crypto Fear and Greed Index, que je fais des formations professionnelles. Le Fear and Greed Index du côté du SP500, il est à 6 et je crois même qu'il est descendu à 3 ou à 4, 5 ou à 4 sur la journée du 4 avril. Et c'est des niveaux qu'on n'a pas vus depuis la crise du Covid. Voilà, tout simplement, c'est des niveaux d'extrême fear, d'extrême peur. On voit que les marchés sont aujourd'hui tétanisés, sont aujourd'hui en train de télescoper, en train de vendre, en train de se délester de leur bague de manière, une fois de plus, je vous le dis, hein, peut-être un petit peu déraisonnée. Effectivement, c'est un mouvement de panique, un mouvement de psychologie des foules, très probablement. Et honnêtement, je pense que d'ici voilà, quelques semaines, quelques mois, peut-être quelques années, même si les corrections et les mises à plat peuvent durer plusieurs années à la suite, hein, et ne vous faites pas avoir avec ça, on le verra également tout à l'heure, mais je pense que de mon côté, en tout cas, ma stratégie d'investissement là, actuelle, elle se base sur effectivement une reprise haussière, une panique voilà, irrationnelle du marché et une reprise haussière dans les prochains mois, tout au plus 1 ou 2 ans peut-être. Donc voilà, on a Scott Bessent, hein, qui est le secrétaire d'État du Trésor américain, hein, qui nous dit l'économie était comme un culturiste sous stéroïdes. À l'extérieur, vous êtes excellent, mais à l'intérieur, vous détruisez vos organes vitaux. Voilà ce qu'il se passait. Il aurait été facile de continuer à stimuler l'économie, d'emprunter beaucoup d'argent et de créer de nombreux emplois publics. Il n'y a pas de controverse quand on fait tout ça, mais on allait se retrouver dans une catastrophe. Effectivement, alors est-ce que c'est pour le bien ou est-ce que c'est pour le mal des États-Unis? Ça, seul l'avenir nous le dira. Quoi qu'il en soit, effectivement, il y a des raisons rationnelles de faire ça. Et surtout,
Du côté de Donald Trump, là où on a eu un premier mandat qui était rythmé par des décisions prises pour les marchés, cette fois-ci, Donald Trump et son administration ont clairement été transparents là-dessus. Ils n'en ont que faire de la réaction des marchés. Ils veulent purger tous les excès voilà, qu'on a eus potentiellement pendant les derniers mois, les dernières années. Ça prendra ce que ça prendra. La baisse et les marchés iront là où ils doivent aller. Donald Trump a clairement dit qu'il n'en avait que faire pour l'instant, en tout cas. Une pensée et potentiellement une raison, je ne sais pas, une théorie du complot, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on soulève depuis plusieurs semaines maintenant du côté de la communauté versatile et du côté de versatile, notamment dans les points hebdo. On se pose la question de est-ce que Donald Trump est en train de faire ça effectivement vraiment pour des raisons idéologiques, pour, entre guillemets, purifier l'Amérique, Make America Great Again, l'administration, etc. Ou est-ce que ce n'est pas simplement une stratégie pour forcer la main à la Fed et à Jérôme Powell de baisser les taux pour pouvoir effectivement continuer à s'endetter, continuer à investir, continuer, voilà, lever, imprimer de l'argent voilà, à des taux très faibles, moins chers, quasiment gratuitement. C'est la question, c'est une des questions importantes en ce moment, puisque effectivement, Donald Trump, on le sait et on l'a vu, s'est engagé avec un bras de fer à partir des premiers jours de son investiture avec Jérôme Powell pour que ce dernier baisse les taux vis-à-vis, enfin par rapport à via la Fed, hein, via la Banque centrale, la Réserve fédérale, donc la Banque centrale américaine. Et ce dernier, Jérôme Powell, qui a dit plusieurs fois, puisque les deux se haïssent de manière cordiale, qui a dit plusieurs fois qu'il y avait le temps et qu'il l'a encore dit cette semaine d'ailleurs. Et je pense que c'est pour ça que vendredi s'est terminé sur un bain de sang, puisque vendredi il y avait un speech de Powell en plus des chiffres du chômage aux États-Unis, on le verra tout à l'heure. Ça s'est terminé effectivement dans un bain de sang parce que Jérôme Powell a clairement dit que il n'était pas, enfin la Fed n'était pas encore pressée. Oui, les chiffres du chômage et les chiffres de l'emploi sont en train de se dégrader petit à petit, mais les chiffres de l'inflation, eux, en revanche, ne sont pas en train de s'améliorer. Alors qu'on verra sur le Trueflation qu'effectivement l'inflation est ras les pâquerettes, mais le PCE et le CPI, pour l'instant, pas des répercussions sur ces chiffres-là, et c'est les chiffres que la Fed regarde, tout simplement. Donc voilà, Jérôme Powell qui nous laisse entendre qu'il y a potentiellement encore le temps. La prochaine décision de taux d'intérêt de la part de la Fed, ça sera en mai. Le marché price une baisse de taux lors de cette décision, il me semble. Le marché price également sous couvert de récession, période de récession 4, baisse de taux en 2025. Si on n'a pas de baisse de taux, effectivement, en mai et encore pire en juillet, de la part de la Fed, là, ça va commencer à devenir très, 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 très compliqué. D'accord. Donc voilà, là, on est dans un jeu qui est extrêmement tendu entre Donald Trump et Jérôme Powell, à voir lequel des deux cédera le premier. Mais il y a quand même des chances que ce soit Jérôme Powell qui finisse par baisser les taux et qui finisse par permettre à Donald Trump de refinancer la dette américaine, parce qu'on a aussi une grosse partie, enfin une bonne partie de la dette américaine qu'il va falloir refinancer d'ici peu. Et donc avec des taux élevés, voilà, l'Amérique courra très probablement à la banqueroute, ou en tout cas aura de très fortes chances de courir à la banqueroute. Donc voilà, ça permettra aussi aux États-Unis de refinancer leur dette à moindre coût, et ça, Jérôme Powell le sait. Donc voilà, on a eu le 4 avril en fin de journée du côté européen, donc en début de journée du côté américain, Donald Trump, qui via son, donc je vous le rappelle, qui est le président des États-Unis d'Amérique du Nord, qui via son réseau social nous dit, voilà, met un énième coup de pression sur Jérôme Powell et nous dit que ça serait un moment parfait pour Jérôme Powell et la Fed de commencer à baisser les taux d'intérêt. Après, il fait un laïus dans lequel il se moque un peu de lui en disant voilà, il est toujours en retard, mais il pourrait changer son image maintenant et rapidement. Les prix de l'énergie ont baissé. Effectivement, Donald Trump a flingué l'économie virtuelle, finalement, l'économie sur les marchés des États-Unis, avec pour but potentiellement, effectivement, de forcer la main à Jérôme Powell. Les prix de l'énergie ont baissé, les taux d'intérêt sont en train de baisser, l'inflation a baissé, le prix des œufs, on le sait, il y a une inflation galopante sur le prix des œufs, ont baissé de 69%, on a plus de jobs, tout ça en 2 mois, une grosse victoire pour l'Amérique, et en majuscule, comme s'il était en train voilà, de red lead sur World of Warcraft pour ceux qui auront la référence, coupe les taux d'intérêt, Jérôme, et arrête de jouer aux politiciens. Voilà, donc je vous le rappelle, c'est le président des États-Unis d'Amérique du Nord. Je ne commenterai pas plus là-dessus. On a un excellent post de Tanvi Ratna ici qui nous dit que ce n'est pas juste une trade tweak, les tarifs, mais que c'est effectivement, ça fait partie
d'un gros spectre de changement, de reset, un gros spectre de reset au niveau des États-Unis. 9 200 milliards, est ce que je vous disais, hein, 9 200 milliards de dettes arrivent à maturité en 2025. L'inflation qui a du mal à baisser, les alliances qui sont en train effectivement de changer, hein, tout simplement et qui nous déroule ici pourquoi et qu'est-ce qu'il pourrait se passer, pourquoi voilà, Donald Trump a cette politique vis-à-vis de la dette qu'il va falloir refinancer, pourquoi il cherche absolument à vouloir des taux d'intérêt qui vont baisser, tout simplement, hein, je vous donne un petit aperçu ici, hein, voilà, si c'est refinancé en bon du trésor à 10 ans, chaque basis point, donc chaque point de base de baisse de taux d'intérêt, permet aux États-Unis d'économiser 1 milliard par an. Donc 0,5% sur 10 ans de baisse de taux permettent d'économiser 500 milliards. Et c'est là que vous vous rendez compte de la quantité astronomique actuellement de dettes qu'ont les États-Unis au-dessus de leur tête et pourquoi à ces taux-là, ça ne sera plus à l'avenir viable pour eux, donc ils vont devoir trouver des solutions très rapidement. On voit sur la journée du 4 avril également, hein, enfin, la journée du 4 avril, on a eu cette publication, mais ça concerne la journée du 3 avril. Les investisseurs retail ont acheté sur les stock markets, ont profité pour buy the dip, tout simplement, comme on dit, 4,7 milliards pardon, en stocks, donc en actions, sur la journée de jeudi, donc sur la journée du 3 avril. C'est le niveau le plus élevé de la dernière décennie. Ça nous est rapporté par JP Morgan. Sur ce tweet qui nous est rapporté par Walter Bloomberg, on a voilà, l'Armageddon Crushing Tech, donc l'impact des tarifs économiques sur la tech, puisque voilà, ça va énormément, les États-Unis, hein, économie de services, énormément de tech, ça va impacter, si ces tarifs sont là pour rester, de manière importante et de manière durable, la tech. Donc voilà, on utilise des iPhones qui pourraient passer de 1000 à 3500 $, higher tech prices, donc des prix plus élevés pour la tech et du côté des consommateurs américains, etc., etc. Une fois de plus, je prends tout ça avec des pincettes parce que effectivement, déjà, on a des entreprises qui ont fait des montages fiscaux aujourd'hui qui sont basés aux États-Unis, mais voilà, pour prendre un exemple d'Apple, hein, tout simplement, Apple qui fabrique ses téléphones en Asie à moindre coût, via sa branche qui est en Irlande, donc qui paye ses impôts en Irlande. Il y a des accords entre l'Irlande et le reste de la planète pour notamment les États-Unis de non-double imposition. Donc la sous-branche d'Apple qui est en Irlande récupère ces iPhones-là, admettons, à 100, 200 $ et les revend à 800 $ à la branche américaine donc, puisque en Irlande, ces entreprises-là sont imposées, je ne sais plus, à 4%, je crois, et donc qui paye déjà, enfin la branche qui a déjà payé les impôts sur ces iPhones-là n'auront pas à les payer deux fois du coup du côté des États-Unis. Donc ça fait des marges qui sont énormes et c'est pas pour rien qu'on a Apple qui est assis aujourd'hui sur 200-300 milliards de réserves de cash, hein, c'est plus que la majorité des banques sur la planète. Donc voilà, il y a quand même peut-être que les entreprises vont répercuter tout ça sur une partie de leur marge. Il y a beaucoup d'entreprises qui font beaucoup de marge, notamment, comme je vous l'ai dit, celles qui font de l'optimisation fiscale. Et aussi et surtout, je ne sais pas si ces tarifs sont là pour rester, tout simplement. Donc voilà, surtout, ne vous remplissez pas la tête avec du bruit, avec des suppositions pour l'instant. Oui, on a besoin d'essayer d'anticiper, mais d'anticiper les grandes lignes, puisque vous l'avez vu, comme avec Trump, ça change du jour au lendemain. Après Trump, ou même pendant Trump, hein, ça peut de nouveau changer du jour au lendemain. Et tout peut rentrer dans l'ordre extrêmement rapidement. D'accord. Un trade ici, pardon, de Cryptomatrix. Faut-il craindre une récession quand on investit en bourse? Voici ce que montrent les données historiques. La récession, combien de temps dure une récession en moyenne? C'est surtout ça qui m'intéresse. En moyenne, 10 mois. Certaines durent à peine quelques mois, d'autres plus d'un an. Même la crise de 2008, pourtant la plus violente depuis 80 ans, a duré 18 mois. La crise du Covid, seulement 2 mois. Voilà, tout simplement. Là, quand on est dans le cyclone, pas encore dans l'œil du cyclone d'ailleurs, on est en plein milieu de la tumulte. On peut avoir l'impression que ça y est, tout va aller à zéro, que ça va durer ad vitam aeternam. Non, je pense qu'on a des excellentes opportunités qui sont en train d'arriver dès aujourd'hui sur les indices et sur certaines actions. Donc voilà, hein, à toute fin de journée, Trump qui publie cette vidéo sur Truth Social. Trump fait délibérément chuter les marchés boursiers, donc vous pourrez aller voir, hein, ces vidéos assez, assez intéressantes, surtout qu'elle est republiée par son compte directement. Et donc dans cette vidéo, on nous explique globalement, un petit peu plus vulgarisé, le trade pardon, je vous ai mis tout à l'heure, qui explique potentiellement pourquoi Trump pourrait faire tout ça pour voilà, tout simplement permettre le refinancement de la dette, baisser les taux d'intérêt et tutti quanti. D'un point de vue macroéco, on a aussi, enfin d'un point de vue géopolitique, pardon, pas macroéconomie, c'était juste une news que je voulais vous partager parce que je trouve qu'elle est quand même assez intéressante, parce qu'on a, avec toutes ces histoires-là, ces 2 dernières semaines, passé sous silence globalement le reste de la géopolitique, alors qu'on a toujours les guerres, alors qu'on a toujours ces histoires de Groenland.
Poutine qui nous dit que la Russie n'a jamais menacé quiconque en Arctique, mais qu'ils regardent de manière rapprochée, de manière assez attentive la situation parce qu'ils prennent très au sérieux la situation des États-Unis qui veulent potentiellement annexer le Groenland. Voilà, tout simplement, on le sait, il y a des ressources géostratégiques extrêmement importantes au Groenland. Dave the Wave, concernant les crypto-monnaies cette fois-ci, qui nous dit You remove Bitcoin. Effectivement, on voit Bitcoin qui est toujours, et c'est pour ça que je vous dis, dézoomez, arrêtez de regarder le temps court, remettez-vous dans du temps long, puisqu'on est dans des trends de long terme, d'accord. Surtout quand on est investisseur. À la limite, même du swing trading, on peut regarder du moyen terme. Long terme, c'est un peu plus rare, mais pas de court terme si on n'est pas trader, scalper et toutes ces choses-là, d'accord. Donc vous voyez que malgré qu'on n'ait pas fait de quotidienne là, les 2 dernières semaines, on a Bitcoin qui est toujours sur cette trend haussière ici, qui est toujours sur ce retracement de Fibonacci 0,382 dans ce triangle de compression. Et effectivement, Your Move, ça va être incessamment sous peu qu'on va avoir un retour de la volatilité sur Bitcoin. On l'espère à la hausse. Le support sur Bitcoin qui est toujours à conserver, c'est le support des 75 000. Circle qui remplit la fiche S1 pour être introduite en bourse. Circle, c'est l'entreprise qui émet les USDC, donc le stablecoin USDC. Donc voilà, un historique une fois de plus après Coinbase dans l'histoire de la crypto-monnaie. Eh bien, c'est le second plus gros acteur de crypto-monnaie qui va se lancer en IPO en bourse. On se rappelle ce qui s'est passé avec Coinbase, ça a été le top de marché parfait lors du dernier cycle. BlackRock lance son fonds monétaire tokenisé, build sur la blockchain Solana, extrêmement bullish également du côté des crypto-monnaies. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important. Les news fondamentales actuelles qu'on a sur les crypto-monnaies n'ont jamais été aussi bullish, n'ont jamais été aussi bonnes que les derniers mois. On est re-rentré dans une phase d'accumulation du côté des crypto-monnaies. Malgré ça, on a des news qui s'accumulent, de plus en plus de news extrêmement bullish. Et quand ça va repartir, quand les marchés repartiront à la hausse, parce qu'on ne va pas avoir de correction qui durera ad vitam aeternam, on va avoir, je pense, un marché des crypto-monnaies qui va repartir dans un bull run d'anthologie, peut-être le plus gros bull run qu'on aura vécu de l'histoire de la crypto-monnaie, surtout si c'est corrélé avec une baisse des taux et un retour de l'argent moins cher, voire de l'argent gratuit. Bon, je pense que ça n'arrivera pas tout de suite des taux à 0%. Le nombre de wallets contenant entre 1000 et 10 000 bitcoins a augmenté de 2,6% durant les 5 dernières semaines, alors que le prix du BTC se trouvait entre 81 et 84 000 dollars. Donc voilà, les whales qui continuent leur accumulation. Je pense beaucoup d'institutionnels, je pense beaucoup de gens de smart money qui a vendu pas loin du top aux alentours des 100 000 dollars et qui profitent pour recharger. Et on verra peut-être pas les crypto-monnaies aujourd'hui du côté de l'analyse technique, mais des crypto-monnaies qui sont notamment Bitcoin, surtout Bitcoin d'ailleurs, qui est hyper résilient par rapport à la baisse qu'on a eue sur les marchés sur ces 2 dernières semaines, tout simplement. Donc là, oui, Bitcoin qui remplit sa fonction de réserve de valeur de ce côté-là par rapport aux dernières semaines qu'on a eues sur les marchés. Voilà. Donc Bitcoin qui potentiellement là se décorrèle voilà, du Nasdaq notamment, qui est clairement décorrélé du Nasdaq sur les dernières semaines. On a les chiffres macroéconomiques qui se dégradent aux États-Unis, l'ISM qui est sorti inférieur au consensus, les job openings inférieurs au consensus également. Le 2 avril, on a eu les tarifs qui sont arrivés, qui ont mis un gros coup de pied dans la fourmilière, pardon. L'ISM des services qui est sorti à 58,2 là où il était attendu à 53. Les chiffres du NFP, donc les créations d'emplois qui sont sorties plus hautes que prévu, 135 000 créations d'emplois, 228 000. Et par contre, le taux de chômage qui est sorti à 4,2%, donc vraiment sur la corde raide, là où le consensus était à 4,1%, on sait que le seuil de la Fed, pour commencer à paniquer, c'est 4,3%. Donc voilà, beaucoup de chiffres, beaucoup de géopolitique, beaucoup de chiffres macroéconomiques qui mènent beaucoup de gens, beaucoup de traders, beaucoup de sondés à nous dire qu'on va peut-être probablement rentrer, il y a de plus en plus de chances de rentrer en récession du côté des US en 2025 et ce n'est pas quelque chose qu'on a forcément envie de voir. Généralement, je vous rassure, une fois qu'on dit qu'on est entré en récession aux États-Unis, puisqu'il faut 2 trimestres consécutifs de contraction, du côté des États-Unis, plus effectivement, je ne sais plus le nom de l'organisme qui déclare qu'ils sont officiellement en récession, généralement quand c'est le cas, la récession est déjà derrière. D'accord. Donc peut-être on y est déjà en réalité. Donc voilà, à l'avenir, là, mercredi, on va avoir les minutes du FOMC. Ça va être quelque chose qui va être hyper important. Pareil, là, c'est Powell qui va parler au marché. Et il va falloir qu'il se montre rassurant si on ne veut pas avoir une énième semaine dans le rouge. On va avoir l'inflation le 10 avril du côté des États-Unis et on va s'arrêter là pour les chiffres macroéconomiques. Vous le voyez qu'en temps réel, l'inflation est à 1,22%. Donc pour l'instant, rien à signaler, pas de répercussion des tarifs. Alors les tarifs n'entrent en vigueur que
le 9 avril. Donc, on verra à ce moment-là si on a une répercussion dans les semaines, dans les mois qui vont suivre. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, l'inflation en temps réel est extrêmement basse par rapport au dernier report qui est à 2,8%, qui était donc le dernier CPI. Donc voilà, hein, de ce côté-là, côté inflation, on n'a pas de raison, du côté de la Fed de ne pas, baisser les taux. Du côté de l'analyse technique, je vais essayer d'aller assez vite parce que cette vidéo commence à être assez longue et je m'en excuse. Du côté du SP500, vous le voyez, hein, falling wedge qui a cassé. C'est là où je vous dis que c'est extrêmement important de se couper de temps en temps du bruit, puisque effectivement, ça fait plusieurs semaines maintenant qu'on a cassé ce falling wedge à la baisse, d'accord? Donc 24 février, 3 mars, cas sur clair du falling wedge, cas sur clair de la moyenne mobile 20 en hebdomadaire, et puis ensuite on a eu la cassure la semaine suivante de la moyenne mobile 50 en hebdomadaire. Donc moi, c'est à ce moment-là, pour la communauté versatile que je leur ai dit, parce que c'est la même chose sur le Nasdaq, que j'arbitrais mes ETF en levier que j'avais sur le Nasdaq pour me désexposer par rapport au risque. On l'a vu, hein, clairement, il y a quelques personnes qui ont levé le bouclier, mais non, on peut réintégrer, les news ne sont pas si mauvaises que ça. Globalement, moi, mon narratif et mon hypothèse, c'est de me dire, OK, statistiquement, lorsqu'on casse cette moyenne mobile 50 en hebdomadaire, il peut se passer ce qui se passe ici, mais si c'est cassé de manière pérenne, il se passe plutôt ce qui s'est passé ici, c'est-à-dire voilà, on peut avoir un dead cat bounce, bien évidemment, mais une tendance baissière qui s'engage du côté, eh bien, du côté de ces indices. D'autant plus que lorsqu'on était ici complètement au top, là où on a fait le double top, hein, là, le M, même s'il n'est pas parfait, on l'avait identifié, vous voyez que du côté des indicateurs techniques, notamment le RSI, on était quand même relativement haut perché. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez qu'on est clairement du côté du SP500 dans cette reload zone ici, d'accord, qui se situe donc entre 5100 et 4950 points. Est-ce qu'on peut descendre plus bas? On peut clairement descendre plus bas. Est-ce que j'attends de descendre plus bas pour recharger? La réponse est non. Très clairement, cette semaine, tout simplement, les 2 jours qui ont suivi l'annonce des tarifs réciproques de Donald Trump, eh bien, j'en ai profité pour recharger parce que des bougies comme ça en weekly, du côté des indices, du côté du SP500, ce n'est pas des bougies qu'on voit régulièrement, il faut être très clair. C'est des bougies qui peuvent être historiques, d'autant plus qu'ici, on est en weekly, je vous le rappelle, on est en rentrée en zone de survente extrême. D'accord? Donc, ne serait-ce que pour jouer ou pour spéculer potentiellement sur un rebond technique, ça m'intéresse. Alors, bien évidemment, toujours en DCA, mais de manière un peu plus appuyée maintenant. D'accord? Puisque vous le savez, hein, la stratégie versatile, c'est DCA optimisé sur les retours sur les moyennes mobiles. Là, on les a clairement cassés. Donc maintenant qu'on est dans cette reload zone ici, je vais laisser tourner mon DCA de manière continue. La zone qui va m'intéresser pour remettre une grosse cartouche, ça va être cette zone-là au niveau d'un retour potentiel sur la moyenne mobile 200 du côté hebdomadaire. Ça nous donnerait un niveau ici à 4600, allez, 4650, 4700. Peut-être qu'on sera front-run, donc je ne sais pas si j'attendrai pile poil le pullback sur cette moyenne mobile 200, mais en tout cas, un pullback ici sur cette moyenne, proche de cette moyenne mobile 200 me permettra d'envoyer la sauce de manière importante. Un retracement du falling wedge, c'est toujours du 1 pour 1, bien évidemment, donc ça ferait un retracement aux 4100 points. Honnêtement, je ne pense pas qu'on puisse avoir un drop jusqu'aux 4100 points, surtout que historiquement, la moyenne mobile 200 en hebdo a toujours fait office de support, et ça de manière extrêmement importante, hein, on le voit ici. Sur le Covid, on était passé en dessous, mais c'était un signe noir, c'était quelque chose voilà, qui était vraiment très, très ponctuel. Ici, ça a fait office de support. Et avant, eh bien, c'était la crise de 2008, d'accord? Donc, on peut s'engager dans une crise comme en 2008, hein, c'est pas, voilà, c'est pas impossible, mais gardez à l'esprit que, voilà, au niveau du ratio, ce que je disais dans la vidéo concernant, enfin pour la communauté versatile que j'ai tournée vendredi soir, le ratio là, risque et récompense par rapport, enfin le coût d'opportunité par rapport à rentrer maintenant et continuer à rentrer jusqu'à la moyenne mobile 200 en hebdo, il est pour moi beaucoup trop important. Enfin, je préfère être dans le marché si le marché se retourne plutôt que de ne pas être dans le marché, même si le marché continue à la baisse. D'accord? En ce qui concerne une correction qui pourrait durer et sur le fait de garder des liquidités pour pouvoir eh bien, mener cette course de fond qui finalement est un marathon plutôt qu'un sprint, hein, je vous ai mis cette box ici. Hein, vous voyez que ici, entre l'année 2000 et 2013, on a eu une longue phase de range du côté des marchés, d'accord, qui est due à la crise des années 2000, l'explosion des dot-com, de la bulle des dot-com, etc. Donc, si vous achetez ici, si vous vous dites, ou même ici, hein, si vous vous dites, voilà, ici, ça commence à corriger, c'est un drop, on est sur la moyenne mobile 200 en hebdo, j'envoie la sauce, je mets tout ce que j'ai, eh bien, ici, il va falloir attendre jusqu'à 2013 avant de retourner à break-even, d'accord? Donc, ça fait une décennie, c'est d'ailleurs ce qu'on appelle la décennie perdue. Grosso modo, ça fait une bonne décennie, ok? Gardez bien ça à l'esprit. Toujours pas de conseil en investissement, mais j'envoie pas la sauce. Tout ce que j'ai à envoyer d'un coup, bien évidemment, hein, la fusée de l'investissement, pour qu'elle continue à avancer, eh bien, il lui faut du kérosène. Et le kérosène, ici, c'est le cash. Cash is king. Gardez ça à l'esprit. D'accord? Donc, on ne panique pas.
Enfin, de mon côté, je ne panique pas. J'ai pas vendu mes poches, d'investissement, bien évidemment. J'ai arbitré certaines poches qui étaient plutôt, entre guillemets, «en swing trading», même si c'est pas trop ce qu'on fait, chez Versatile. Mais, en ce qui concerne l'accumulation, je suis déjà en train d'accumuler sur ces zones-là. Je vais continuer d'accumuler sur ces zones-là et même le levier, à un moment où, j'estimerais qu'effectivement, les ETF à levier se remettront à plat, hein. Donc, typiquement, alors ça, c'est du emerging market, mais voilà, hein, le Nasdaq en levier 2, par exemple, lui a déjà pullback, du côté de sa moyenne mobile 200 en hebdo. Alors on peut continuer à aller voir plus bas, mais effectivement, ne pas recharger ici. Si on repart à la hausse et si on va retourner voir les ATH, alors c'est toujours pareil, hein. Est-ce que dans votre thèse d'investissement, vous vous dites: «D'accord, est-ce que là, est-ce que ce que j'observe, c'est un changement structurel dans l'économie américaine et dans ce cas-là, potentiellement qu'on ne retournera pas visiter les ATH, qu'il va falloir une décennie pour digérer tout ça, qu'il va falloir un rebattement des cartes à l'échelle mondiale et cetera?» Je ne suis pas de cette équipe-là. Je pense que les États-Unis ont une certaine hégémonie et qu'ils vont la garder pendant encore, assez longtemps, notamment du côté des technologies. Même si bien évidemment dans ma stratégie d'investissement, je, m'expose aux marchés, émergents et à des marchés, «alternatifs» entre guillemets, comme par exemple la Chine, qui économiquement, je pense, sont très solides, dans les années à venir. Mais un retour sur les ATH ici du côté du Nasdaq en levier 2, ça nous fait une performance de 70, d'accord? Donc je préfère largement, acheter, là maintenant et potentiellement prendre, je ne sais pas, le Nasdaq à moins 10% supplémentaire, ça nous fera un moins 20% supplémentaire de ce côté-là. Et bien évidemment que j'ai toujours du cash, on sera dans cette box ici, donc je pourrais en plus de ça racheter et diminuer mon PRU ici, plutôt que, le marché repart à la hausse sans moi et effectivement je perds une partie de cette performance-là, OK? Donc voilà, il y a certaines personnes qui pourront vous dire que c'est essayer d'attraper un couteau qui tombe. Est-ce que c'est vraiment le cas quand on voit des indicateurs techniques, qui sont notamment du côté du RSI, là, en weekly, sur des niveaux qu'on n'a pas vus, depuis, voilà, la correction de 2022 et avant, c'était même la correction de 2008, hein? Je sais pas, d'accord? Donc on peut avoir des rebonds techniques là en weekly. Est-ce qu'on va avoir une potentielle remise à plat? Du côté du Nasdaq, les points d'entrée importants, enfin les points de support importants maintenant, ça va être là, hein, ça va être au niveau des 17 000 points, au niveau ensuite des 16 300 et ne pensez pas qu'on ne peut pas aller, jusqu'à la moyenne mobile 200 du côté du Nasdaq, hein. Donc voilà, la moyenne mobile 200, si on omet le fait qu'elle continuera de monter à ce moment-là, ça nous fait un moins 10. Du moment où on est là maintenant, je vous l'ai dit, du côté, des, leviers, ça nous ferait moins 20, d'accord? Donc voilà, l'intérêt de garder du cash. Donc vous le voyez, hein, on est déjà rentré dans cette box ici, on l'a traversée, c'est pareil du côté du Nasdaq, on est sur des points intéressants sur lesquels on a déjà commencé, à recharger, enfin sur lesquels j'ai déjà commencé à recharger de mon côté. On va passer tout de suite, au CAC 40. Donc le CAC 40, c'est pareil, hein, qui était dans cette box d'accumulation ici que je vous avais, tracé, il y a quelques mois du côté de la communauté versatile. Ici, on traverse. Ici, c'est clairement une bougie de panique, hein. On le voit, hein, vous voyez l'amplitude de la bougie. On a perdu 600 points sur cette semaine du côté du CAC 40. On traverse moyenne mobile 20, moyenne mobile 50 en hebdo. On peut potentiellement aller voir le bas de ce range sur la moyenne mobile 200, pareil en hebdo. Mais je pense qu'on est sur les indices déjà sur des zones d'accumulation pour les investisseurs moyen long terme, bien évidemment, extrêmement intéressantes. D'accord. Du côté du DAX, c'est exactement la même chose. Le DAX, je vous en ai parlé depuis plusieurs semaines. Pourquoi? Parce que ça m'intéressait de rentrer sur le DAX, notamment après toutes les annonces, d'investissement de 800 milliards de levée de la dette, de l'endettement, en Allemagne et cetera. Mais à ce moment-là, on était ici, OK? Ici, on était très loin de la moyenne mobile 20 et vous le savez, en hebdo et vous le savez, aujourd'hui, la stratégie versatile, globalement, hein, c'est pas la seule, bien évidemment, mais ça consiste à DCA optimiser sur des retours sur les moyennes mobiles en hebdomadaire. Donc on a été patient, OK? Et la patience a fini par payer. Pourquoi? Parce qu'on avait tracé ici cette zone de rechargement, effectivement, qui se situait à 20 500 points globalement. Zone que nous a donné le DAX, eh bien, vendredi, tout simplement, puisqu'il est descendu à 20 437 points en, eh bien, voilà, en mèche, hein. On le voit ici qui a clôturé un peu au-dessus, mais ça m'a permis de recharger, du côté du DAX. Voilà, tout simplement. Je ne vais pas passer, l'ensemble des actions. Je pense que la vidéo était assez longue, mais vous voyez, si je vous déroule les actions ici, on a fait un screening complet de toutes ces actions globalement du côté de la plateforme versatile. Si ça vous intéresse d'avoir, les points d'entrée, voilà, sur une action comme Total qui est en train de nous donner des points extrêmement intéressants du côté, de cette action qui est une très bonne action, pour, le CAC 40. Du côté d'NVIDIA, pareil, on commence à avoir des points qui commencent à être vraiment intéressants. Si vous voulez avoir le screening complet, n'hésitez pas à rejoindre Versatile, à aller voir du côté, de la plateforme. C'est 100 gratuit, je le rappelle. Désolé pour cette vidéo qui était un petit peu longue, mais il y avait pas mal de news
à traiter. Ne paniquez pas, restez froid, appliquez votre stratégie que vous devriez avoir, depuis un moment maintenant, notamment si vous faites partie de la communauté versatile une fois de plus. Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, au même titre que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel et que, lorsqu'on était effectivement sur un DAX ici, on vous disait, bah oui, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Les, arbres ne se feront pas également déraciner à la première bourrasque de vent, bien évidemment, d'accord? Pour des indices sur lesquels, je vous donne un petit insight, exemple Nasdaq, on est en zone de panique totale, zone de survente, le marché est en train de délirer là, de ce côté-là, des zones qu'on n'a pas vues, je vous le rappelle, depuis la correction de 2022 et avant, il faut retourner en 2008. On était dans une conjoncture qui était quand même très différente. Les marchés de ce côté-là sont en, plein délire en ce qui me concerne. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas continuer la baisse? Pas du tout. Je pense que, il va falloir le couteau est en train de tomber et il va falloir qu'il se plante à un moment donné et on se mette, à latéraliser ou qu'on commence à rebondir. Mais effectivement, le marché, là, les marchés, les investisseurs commencent vraiment à rentrer, dans une zone d'irrationalité qui, pour les personnes qui sont capables de sentir les bonnes opportunités, sont du pain béni. Voilà, tout simplement. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent dimanche. Je vous dis à plus. Ciao, ciao.